Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux histoires relaxantes pour adultes. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage extraordinaire avec une adaptation moderne de Un drame dans les airs, une œuvre inspirée par le génie visionnaire de Jules Verne. Cette histoire mêle suspense, émotion et découverte, parfaitement adaptée pour vous accompagner dans un moment de calme et de détente. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous transporter par cette aventure aérienne inoubliable. Si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Bonne écoute et surtout, faites de beaux rêves. Dans Un drame dans les airs, nous suivons les aventures de deux passagers d'un dirigeable expérimental, embarqués malgré eux dans une course effrénée contre le temps et les éléments. À bord de cet engin futuriste, ils découvriront des secrets enfouis, affronteront des dangers insoupçonnés et vivront des moments d'introspection profonde. Entre suspens et poésie, cette histoire explore les thèmes de la survie, de la solidarité humaine et de la quête de sens face à l'inconnu. Avec son atmosphère immersive et ses rebondissements captivants, ce récit promet de vous faire voyager loin, très loin, tout en vous berçant doucement vers le sommeil. Chapitre 1. L'envol inattendu. C'était une matinée brumeuse à Paris, où les toits semblaient flotter au-dessus des rues pavées comme des îles perdues dans un océan de nuages. Les cloches de Notre-Dame sonnaient 7 heures du matin, et l'air frais portait encore les traces humides de la nuit. Dans l'aéroport privé du baron de La Hage, situé à l'écart de la ville, un dirigeable immense se dressait fièrement, sa coque en forme de cigare étincelant sous les premiers rayons du soleil. Baptisé le Phénix, cet appareil était le fruit de plusieurs années de recherche et d'innovation technologique. Son créateur, un ingénieur visionnaire nommé Émile Rousseau, avait conçu une machine capable de défier les lois de la gravité et de parcourir des distances inimaginables sans escale, mais ce jour-là, personne ne devait monter à bord. Le vol inaugural était prévu pour le lendemain, en présence d'une foule de dignitaires, de journalistes et d'investisseurs prêts à financer les prochains projets du baron. Pourtant, 2 silhouettes se faufilèrent discrètement près du ballon, profitant de la distraction des gardes occupés à charger des caisses mystérieuses dans la soute arrière. La première appartenait à un jeune homme, Louis Mercier, un rêveur passionné par l'aviation qui avait réussi à tromper la vigilance des sentinelles en escaladant le mur d'enceinte. La seconde était celle d'une femme mystérieuse, vêtue d'une longue cape noire dont les yeux brillaient d'une détermination farouche. Louis avait toujours rêvé de voler. Depuis son enfance, il admirait les oiseaux planant au-dessus des champs de son village natal. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait pas simplement de curiosité ou d'un fantasme d'enfant. Il avait entendu des rumeurs selon lesquelles le baron de La Hage projetait d'utiliser le Phénix pour transporter des marchandises illégales. Louis, travaillant comme mécanicien dans un atelier voisin, avait remarqué des allées et venues suspectes autour du hangar ces dernières semaines. Sa conscience lui dictait d'agir, même si cela signifiait prendre des risques. Quant à la femme, elle semblait avoir ses propres raisons de s'introduire clandestinement à bord. Elle marchait avec une assurance tranquille, comme si elle connaissait parfaitement les lieux. Ses gestes étaient des précis, presque mécaniques, et elle portait une sacoche en cuir fermée par une serrure complexe. Louis, intrigué, décida de la suivre discrètement jusqu'à l'échelle menant à la cabine principale du dirigeable. À peine avait-il atteint la cabine que les moteurs commencèrent à vrombir. Émile Rousseau, croyant être seul, avait décidé de tester une dernière fois les capacités de son invention avant le grand jour. Trop tard pour faire demi-tour. Le Phénix s'éleva lentement, puis accéléra brusquement, laissant derrière lui la ville et ses habitants médusés. Louis, pris de vertige, s'accrocha à une rambarde en métal, tandis que la femme restait parfaitement immobile, comme si elle avait anticipé cette situation. Le choc initial passé,
Louis et la mystérieuse femme échangèrent un regard. Ils étaient coincés ensemble dans cet engin colossal, suspendus entre ciel et terre, sans savoir ce qui les attendait. Mais déjà, les premières turbulences annonçaient que leur voyage serait tout sauf ordinaire. Louis, encore tremblant, tenta de parler. « Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous ici ?» La femme hésita un instant avant de répondre, scrutant les alentours comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. « Je m'appelle Claire Morel », dit-elle enfin, d'une voix calme, mais empreinte d'une certaine gravité. « Je suis journaliste, mais aussi espionne. J'enquête sur le baron de la Hache depuis des mois. Ce dirigeable cache des secrets qui pourraient changer bien des choses. » Louis sentit son cœur battre plus vite. Il n'était pas préparé à affronter ce genre de danger. Pourtant, quelque chose chez Claire l'intriguait. Peut-être était-ce sa détermination ou son courage apparent, mais il se surprit à vouloir l'aider. Ensemble, ils décidèrent d'explorer le dirigeable pour en apprendre davantage sur ses fonctions et découvrir si des preuves compromettantes y étaient cachées. La cabine principale ressemblait à une bibliothèque flottante, avec des tableaux de bord complexes, des cartes astronomiques accrochées au mur et des instruments de mesure dont Louis ignorait totalement l'utilité. Chaque détail semblait soigneusement pensé, depuis les manomètres indiquant la pression interne du ballon jusqu'aux leviers permettant de contrôler les hélices. Claire, quant à elle, examinait attentivement chaque document, chaque bouton, chaque inscription gravée dans le métal. « Regardez ça », murmura-t-elle soudain en pointant du doigt une série de symboles gravés sur une plaque près du tableau de commande. Ces marques, elles ne sont pas innocentes. Elles correspondent à des codes utilisés par des organisations criminelles. Louis fronça les sourcils. « Vous pensez que ce dirigeable est impliqué dans des activités illégales ?» Claire hocha la tête. « C'est exactement ce que je soupçonne. Mais pour en être sûr, nous devons descendre dans la salle des machines. C'est là que se trouvent les preuves les plus importantes. » Ils descendirent prudemment un escalier en colimaçon qui menait au niveau inférieur du dirigeable. À chaque pas, le grondement des moteurs devenait plus assourdissant et l'air se chargeait d'une odeur de métal chauffé et de gaz. La salle des machines était un véritable labyrinthe de tuyaux, de valves et de réservoirs. Des câbles électriques serpentaient le long des murs et des lampes à huile projetaient des ombres vacillantes sur les parois métalliques. Alors qu'il fouillait les lieux, Louis remarqua une trappe dissimulée sous un panneau amovible. « Là-bas !» s'exclama-t-il en désignant l'ouverture. Claire s'approcha et força la serrure avec une petite lame qu'elle sortit de sa sacoche. Derrière la trappe, ils découvrirent une série de documents codés et des plans indiquant des destinations inhabituelles, des régions reculées d'Afrique, des archipels isolés du Pacifique et même des coordonnées correspondant à des zones désertiques du Moyen-Orient. « C'est incroyable », murmura Claire, les yeux écarquillés. « Ce dirigeable est utilisé pour transporter des marchandises vers des endroits stratégiques. Mais quoi exactement ?» Avant que Louis ne puisse répondre, une alarme retentit soudain. Les moteurs ralentirent et l'engin commença à perdre de l'altitude. Quelque chose clochait. Claire et Louis réalisèrent alors qu'ils n'étaient peut-être pas seuls à bord. Une autre présence, humaine ou mécanique, semblait contrôler leur destin. Chapitre 2. Secret à haute altitude. L'alarme stridente résonnait dans tout le dirigeable, amplifiée par l'écho des parois métalliques. Louis et Claire échangèrent un regard inquiet. Les vibrations sous leurs pieds s'intensifiaient et l'appareil semblait perdre rapidement de l'altitude. À travers les hublots étroits de la salle des machines, ils aperçurent les nuages défiler à une vitesse alarmante, tandis que le sol se rapprochait inexorablement. « On doit remonter dans la cabine de pilotage », lança Claire en haussant la voix pour couvrir le bruit des moteurs. « Peut-être qu'on peut encore reprendre le contrôle ?» Louis acquiesça.
mais son visage trahissait son anxiété. Il n'avait jamais piloté d'aéronef de sa vie, et il doutait que ses connaissances rudimentaires en mécanique suffisent à sauver la situation. Pourtant, il suivit Claire, serrant les dents pour ne pas céder à la panique. Ils gravirent rapidement l'escalier en colimaçon, évitant les câbles électriques qui pendaient dangereusement du plafond. Arrivés dans la cabine principale, ils découvrirent une scène chaotique. Les instruments de navigation clignotaient de manière erratique et une fumée légère s'échappait d'un panneau de contrôle endommagé. Sur le tableau principal, une série de voyants rouges indiquait une surchauffe des moteurs. Louis remarqua également une lumière orange clignotante près du manche à balai, accompagnée d'une inscription en lettres capitales « Stabilisation compromise ». « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Louis, la voix tremblante. « Si on ne fait rien, on va s'écraser. » Claire examina rapidement les commandes, ses doigts volant sur les boutons et les leviers. Elle avait déjà vu des systèmes similaires lors de ses missions précédentes, même si elle n'était pas une experte en aviation. On doit d'abord réactiver les stabilisateurs. Sinon, on risque de perdre complètement le contrôle. Elle actionna un interrupteur marqué « Stabilisateurs auxiliaires ». Mais rien ne se produisit. La descente continuait et le grondement des moteurs devenait de plus en plus menaçant. Louis, frustré par son impuissance, décida de prendre une initiative. « Attendez, regardez ça !» s'exclama-t-il en pointant un petit compartiment verrouillé sous le tableau de bord. « Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. » Claire fouilla dans sa sacoche et en sortit un crochet métallique fin. Après quelques secondes de manipulation, elle réussit à ouvrir le compartiment. À l'intérieur, ils trouvèrent un manuel technique relié en cuir noir, ainsi qu'un jeu de fusibles de rechange. Le manuel contenait des schémas détaillés du système de propulsion et des instructions pour résoudre divers problèmes techniques. « Aide-moi à lire ça », dit Claire en tendant le manuel à Louis. « On n'a pas beaucoup de temps. » Louis feuilleta rapidement les pages, cherchant une solution à leur problème. Il tomba sur un chapitre intitulé « Procédure d'urgence en cas de surchauffe moteur ». « Ici !» s'écria-t-il. « Il faut désactiver les moteurs pendant 30 secondes pour permettre au système de refroidissement de se réinitialiser. Ensuite, on peut rallumer les stabilisateurs. » Claire hocha la tête. « D'accord, mais attention, si on coupe les moteurs trop longtemps, on risque de tomber comme une pierre. » Elle plaça une main sur le levier principal, prête à exécuter la procédure. Louis, quant à lui, surveillait attentivement l'altimètre. Lorsque l'aiguille atteignit une hauteur critique, environ 300 mètres, Claire tira brusquement le levier vers elle. Les moteurs cessèrent immédiatement de fonctionner, plongeant la cabine dans un silence oppressant. Pendant quelques secondes interminables, le Phénix sembla flotter librement dans les airs avant de commencer à chuter lentement. « Maintenant !» cria Louis en pointant le chronomètre qu'il avait activé. « 30 secondes !» Claire compta silencieusement, les yeux rivés sur les cadrans. À la 20e seconde, elle poussa le levier dans l'autre sens. Les moteurs redémarrèrent avec un rugissement sourd et les stabilisateurs se réactivèrent progressivement. L'aiguille de l'altimètre se stabilisa enfin, indiquant une hauteur de 150 mètres. Ils avaient réussi à éviter le pire, mais leur soulagement fut de courte durée. Alors qu'ils reprenaient leur souffle, une voix grave et artificielle résonna dans la cabine. « Identification des intrus détectés. Initiation du protocole de sécurité. » Louis et Claire se figèrent. Une trappe dissimulée dans le plafond s'ouvrit soudain, révélant un bras robotique armé d'une caméra et d'un laser rouge clignotant. La machine pivota lentement, scannant chaque coin de la cabine. « C'est quoi ce truc ?» murmura Louis, sidéré. « Un système de sécurité automatique », répondit Claire, les mâchoires serrées. Le baron de l'âge devait s'assurer que personne ne puisse accéder au secret de ce dirigeable sans autorisation. Le bras robotique s'immobilisa face à eux et une nouvelle annonce retentit. « Intrus non autorise. Procédure d'élimination engagée. »« Élimination ?» répéta Louis, horrifié. « Vous voulez dire ?»« Oui, » coupa Claire. « Ce machin va essayer de nous tuer. » Sans attendre,
Elle attrapa Louis par le bras et le tira vers une porte latérale. « Suivez-moi. On doit trouver un moyen de désactiver ce système avant qu'il ne soit trop tard. » Ils se précipitèrent hors de la cabine, traversant un couloir étroit qui menait à une autre section du dirigeable. Derrière eux, le bras robotique commença à tirer des rayons laser précis, perçant les cloisons métalliques comme du papier. Louis sentit la chaleur d'un tir passer à quelques centimètres de son visage, et il ne put retenir un cri de terreur. « Par ici !» hurla Claire en ouvrant une porte blindée marquée « Salle de contrôle primaire ». Ils entrèrent et verrouillèrent la porte derrière eux, espérant gagner du temps. La pièce était remplie de consoles informatiques et d'écrans holographiques projetant des données complexes. Claire se précipita vers l'un des terminaux et commença à taper frénétiquement sur le clavier. « Je cherche un moyen de désactiver ce foutu système, mais il est protégé par un mot de passe. » Louis, toujours essoufflé, s'approcha d'elle. « Laissez-moi essayer. J'ai travaillé sur des systèmes informatiques simples dans mon atelier. Peut-être que je peux contourner la sécurité. » Il s'assit devant un autre terminal et commença à analyser le code source affiché à l'écran. Après plusieurs minutes de concentration intense, il trouva une faille dans le programme. « J'ai trouvé !» s'exclama-t-il. « Ce système utilise un algorithme basé sur des séquences numériques. Si on entre la bonne combinaison, on peut le désactiver. » Claire lui lança un regard admiratif. « Vous êtes plein de surprises, Louis. Allez-y, essayez. » Louis composa rapidement une série de chiffres basés sur les motifs qu'il avait observés dans les documents découverts plus tôt. Une lumière verte clignota soudain et une voix synthétique annonça « Système de sécurité désactive ». Un soupir de soulagement collectif emplit la pièce. Claire s'effondra sur une chaise, épuisée. « On a réussi, pour l'instant, mais on n'est pas tiré d'affaire. Ce dirigeable cache encore bien des mystères. » Louis hocha la tête, son cœur battant toujours à toute allure. « Et maintenant, on fait quoi ?» Claire se leva lentement, une lueur déterminée dans les yeux. « Maintenant, on continue. Notre enquête. Plus on en apprend sur ce dirigeable, plus on a de chances de découvrir la vérité sur le baron de La Hague. Et peut-être qu'on pourra empêcher une catastrophe. » Chapitre 3. Tempête imminente. Après avoir désactivé le système de sécurité automatique, Louis et Claire se retrouvèrent dans une position précaire, mais temporairement stable. Le dirigeable, bien que toujours en vol, semblait traverser une phase relativement calme. Les moteurs ronronnaient doucement et l'altimètre indiquait une altitude constante de 2000 mètres. Pourtant, l'atmosphère à bord restait tendue. Chaque bruit, chaque grincement métallique les faisait sursauter, comme si le phénix lui-même cherchait à leur rappeler qu'il n'était pas encore complètement dompté. Claire s'approcha d'une fenêtre circulaire et observa le ciel qui s'étendait à perte de vue. Des nuages épais commençaient à apparaître à l'horizon, leurs contours noircis par des éclairs lointains. Elle fronça les sourcils. « On a un problème, » dit-elle d'un ton grave. « Une tempête approche, et si on ne change pas rapidement notre trajectoire, on va droit dedans. » Louis la rejoignit, son visage pâle sous la lumière tamisée de la cabine. Il regarda à son tour par la vitre et sentit un frisson parcourir son échine. Les nuages, orageux, formaient une muraille sombre et menaçante, comme un mur impénétrable dressé devant eux. « Vous pensez qu'on peut éviter ça ?» demanda-t-il incertain. « Peut-être », répondit Claire en retournant vers la console principale. « Mais pour ça, il faut reprendre complètement le contrôle du dirigeable. Et je ne suis pas sûr que ce soit possible avec les systèmes endommagés. » Elle pianota sur le clavier, activant diverses commandes pour analyser l'état de l'appareil. Sur l'un des écrans, un schéma holographique du Phénix apparut, mettant en évidence plusieurs zones rouges correspondant à des défaillances critiques. « Les stabilisateurs sont encore fragiles après la surchauffe », expliqua-t-elle, « et les réservoirs de gaz montrent des signes de fuite.
Si on essaie de manœuvrer trop brusquement, on risque de perdre totalement l'équilibre. Louis fixa l'écran, essayant de comprendre les données affichées. « Alors, on est coincé ?» murmura-t-il, sa voix teintée d'inquiétude. « Pas encore », répliqua Claire avec une détermination renouvelée. « On doit trouver un moyen de rediriger le dirigeable sans solliciter trop de puissance. Peut-être qu'en ajustant les hélices latérales, on peut incliner légèrement la trajectoire. » Elle se mit au travail immédiatement, manipulant les leviers et les boutons avec une précision chirurgicale. Louis, quant à lui, continua à étudier les schémas techniques affichés sur les écrans. « Attendez, dit-il soudain, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Regardez ici. » Il pointa du doigt une série de valves situées près de la poupe du dirigeable. Ces valves permettent de réguler la pression interne du ballon. Si on les ouvre légèrement, on pourrait alléger l'appareil et gagner en maniabilité. Claire hocha la tête, impressionnée par son observation. « Bonne idée, mais c'est risqué. Si on ouvre ces valves trop longtemps, on pourrait provoquer une dépressurisation complète. »« On n'a pas vraiment le choix, si ?» rétorqua Louis, un léger tremblement dans la voix. Claire soupira. « D'accord. Voici ce qu'on va faire. Je vais piloter depuis la cabine pendant que vous irez ouvrir ces valves manuellement. Mais soyez prudents. Si vous sentez que le dirigeable devient instable, refermez-les immédiatement. » Louis acquiesça, même s'il sentait ses mains devenir moites à l'idée de sortir à l'extérieur de l'appareil. Entendu. Pendant que Claire prenait place aux commandes, Louis enfila une combinaison isolante suspendue à un crochet près de la porte. Il vérifia rapidement les attaches de sécurité et attrapa une lampe frontale dans un compartiment mural. Avant de partir, il lança un dernier regard à Claire. « Ne me laissez pas tomber », plaisanta-t-il faiblement. « C'est plutôt moi qui devrais dire ça », répondit-elle avec un sourire crispé. « Tenez-vous prêts. » Louis ouvrit la trappe extérieure et fut immédiatement accueilli par une bourrasque glaciale. Le vent hurlait autour de lui, menaçant de le projeter hors du dirigeable à tout moment. Il avança prudemment le long de la coque, s'agrippant aux barres métalliques qui servaient de garde-fou. Sous ses pieds, le ballon principal s'étendait comme une montagne flottante, tandis que les hélices tournaient lentement à quelques mètres de distance. Arrivé près de la première valve, il tira sur un levier rouillé. Rien ne se produisit. Il força davantage, sentant ses muscles se contracter sous l'effort. Enfin, la valve s'ouvrit avec un sifflement strident, libérant un jet de gaz comprimé. Louis sentit immédiatement une légère différence dans l'inclinaison du dirigeable. « Ça marche !» cria-t-il à plein poumon, espérant que Claire l'entende malgré le vacarme du vent. Il répéta l'opération sur 2 autres valves avant de retourner vers la trappe. Ses mains étaient gelées et son corps entier tremblait de fatigue. Alors qu'il atteignait l'entrée, une violente secousse ébranla le dirigeable. Louis perdit l'équilibre et tomba à genoux, manquant de basculer dans le vide. Il se cramponna désespérément à une barre métallique, son cœur battant à tout rompre. « Louis !» cria Claire à travers la radio intégrée dans la combinaison. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Une turbulence », répondit-il difficilement, tentant de se relever. « Je rentre. » Avec un dernier effort, il réussit à regagner la trappe et à se hisser à l'intérieur. Claire l'attendait, visiblement inquiète. « Est-ce que ça va ?»« Oui », haleta-t-il en retirant sa capuche. « Mais on dirait que la tempête nous rattrape plus vite que prévu. » Claire consulta rapidement les instruments de navigation. « On a réussi à infléchir légèrement notre trajectoire, mais pas assez. La tempête est juste devant nous. » Louis s'effondra sur un siège, essayant de reprendre son souffle. « Alors, on fait quoi maintenant ?» Claire réfléchit un instant, puis une idée sembla germer dans son esprit. « On traverse ?» Louis la dévisagea, incrédule. « Traverser? Vous êtes sérieuse? On va se faire déchiqueter là-dedans. »« Pas si on reste dans l'œil du cyclone, » répondit-elle calmement. « Si on maintient une vitesse constante et qu'on évite les turbulences les plus violentes, on peut survivre. Mais il faudra agir vite. » Louis hocha la tête, résigné. « D'accord, faisons-le. » Les minutes qui suivirent
furent parmi les plus intenses de leur vie. Claire pilotait avec une précision extrême, ajustant continuellement la trajectoire pour éviter les vents les plus violents. À travers les hublots, il voyait des éclairs zébrer le ciel noir, illuminant brièvement des torrents de pluie qui fouettaient la coque du dirigeable. Les moteurs rugissaient sous l'effort, et chaque secousse semblait annoncer une catastrophe imminente. Soudain, une explosion retentit à l'arrière de l'appareil. Louis bondit de son siège. Qu'est-ce que c'était? Claire vérifia les indicateurs. L'une des hélices latérales vient de lâcher. On perd de la stabilité. Le dirigeable se mit à tanguer dangereusement, projetant Louis contre une cloison. Claire, les mâchoires serrées, lutta pour garder le contrôle. « Accrochez-vous » cria-t-elle. Ils traversèrent enfin le mur de la tempête, émergeant dans une zone relativement calme, l'œil du cyclone. Autour d'eux, les nuages tournoyaient comme les murs d'un gigantesque vortex, formant un spectacle à la fois magnifique et terrifiant. « On a réussi », murmura Louis, épuisé mais soulagé. Claire hocha la tête, mais son expression restait grave. « Ce n'est pas fini. Maintenant, il faut réparer les dégâts avant que la tempête ne nous rattrape. » Chapitre 4. Réparation en plein ciel. Le silence relatif de l'œil du cyclone offrait une accalmie bienvenue, mais elle était trompeuse. Louis et Claire savaient que cette zone de calme n'était qu'un répit temporaire avant que la tempête ne referme ses mâchoires sur eux. Les minutes étaient comptées et chaque seconde perdue rapprochait le phénix de sa destruction. Claire consulta rapidement les instruments de bord. « On a environ 20 minutes avant que la tempête ne nous engloutisse à nouveau », annonça-t-elle, d'un ton sec. « Il faut réparer l'hélice latérale endommagée ou on ne pourra pas maintenir notre altitude. » Louis, encore tremblant de leur traversée chaotique, se redressa lentement. « Vous voulez dire retourner dehors ?» demanda-t-il, incrédule. « Exactement, » répondit Claire sans hésiter. « Mais cette fois, je viens avec vous. On ne peut pas se permettre de perdre plus de temps. » Elle ouvrit un compartiment mural et sortit 2 harnais de sécurité ainsi qu'une boîte à outils. « Attachez-vous solidement. Si l'un de nous glisse, l'autre devra pouvoir intervenir. Rapidement. » Louis enfila son harnais en silence, essayant de maîtriser les battements désordonnés de son cœur. L'idée de retourner sur la coque du dirigeable, suspendue au-dessus du vide, lui nouait l'estomac. Mais il savait que Claire avait raison. Il n'avait pas le choix. Avant de sortir, Claire vérifia une dernière fois les données météorologiques affichées sur un écran holographique. La tempête tourne lentement autour de nous. On doit profiter de cette stabilité momentanée pour agir vite. Une fois dehors, le contraste entre la tranquillité relative de l'œil du cyclone et la fureur des éléments qui rugissaient, au loin était saisissant. Le vent était presque inexistant et les nuages formaient une spirale parfaite autour d'eux, comme si la nature elle-même les observait depuis les hauteurs. Pourtant, Louis sentait toujours le poids de l'urgence peser sur ses épaules. Ils progressèrent prudemment le long de la coque, leurs harnais reliés à des câbles sécurisés fixés à des ancres métalliques. L'hélice endommagée se trouvait à l'arrière du dirigeable, près de la poupe. En approchant, ils découvrirent l'étendue des dégâts. Plusieurs pales avaient été arrachées, et l'axe central semblait grippé, bloquant complètement le mécanisme. « C'est pire que ce que je pensais », murmura Claire en examinant les débris. « On va devoir remplacer certaines pièces manuellement. » Elle ouvrit la boîte à outils et commença à trier les outils nécessaires. Louis, quant à lui, s'efforçait de rester concentré malgré le vertige qui menaçait de le submerger. « Comment on fait ça ?» demanda-t-il, la voix légèrement tremblante. « D'abord, on retire les pales endommagées, » expliqua Claire, en lui tendant une clé anglaise. Ensuite, on replace celle qu'on a dans la boîte. C'est rudimentaire, mais ça devrait suffire à stabiliser l'appareil. Louis acquiesça et se mit au travail. Chaque mouvement était délicat, car le moindre faux pas pouvait les précipiter dans le vide. Claire
avec une efficacité impressionnante, dévissait méthodiquement les attaches qui maintenaient les pales brisées en place. Pendant ce temps, Louis récupérait les pièces de rechange et les ajustait tant bien que mal. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Leurs mains étaient gelées par le froid mordant, et leurs muscles protestaient contre l'effort constant. Mais ils continuaient, conscients que leur survie dépendait de chaque seconde gagnée. Soudain, un grondement sourd résonna au loin. Louis leva les yeux et vit les nuages sombres se rapprocher dangereusement. « Claire !» cria-t-il. « La tempête revient !» Elle jeta un rapide coup d'œil autour d'elle. « Encore quelques minutes! On y est presque !» Avec un dernier effort, ils réussirent à fixer la dernière pale de rechange. Claire actionna un levier pour tester le mécanisme. L'hélice se mit à tourner lentement, puis de plus en plus vite, générant une poussée latérale qui stabilisa légèrement le dirigeable. « Ça marche !» s'exclama Louis soulagé. Mais leur soulagement fut de courte durée. Une bourrasque violente les frappa soudain, projetant Louis contre une barre métallique. Claire, qui tenait fermement son harnais, tira de toutes ses forces pour l'aider à retrouver son équilibre. « Dépêchons-nous de rentrer !» hurla-t-elle par-dessus le rugissement du vent. Ils regagnèrent la trappe aussi vite que possible, luttant contre les rafales qui menaçaient de les emporter. Une fois à l'intérieur, ils claquèrent la porte derrière eux et s'effondrèrent sur le sol, haletants. De retour dans la cabine principale, Claire reprit immédiatement les commandes. Les instruments indiquaient que la tempête les encerclait désormais complètement, mais grâce aux réparations, le Phénix semblait capable de résister aux turbulences. « On va essayer de remonter au-dessus des nuages, » dit-elle en ajustant les moteurs. « Si on atteint une altitude supérieure, on pourra peut-être éviter le pire. » Louis, encore étourdi par leur sortie périlleuse, s'assit à côté d'elle et observa les cadrans avec attention. « Combien de temps ça va prendre ? Difficile à dire, » répondit Claire. « Mais on doit le faire maintenant, sinon on risque de perdre complètement le contrôle. » Les moteurs rugirent à nouveau et le dirigeable commença à grimper lentement. À travers les hublots, il voyait les nuages noirs défiler à toute vitesse, illuminés sporadiquement par des éclairs aveuglants. Le grondement du tonnerre résonnait comme une menace omniprésente. Alors qu'ils atteignaient une altitude de 3000 mètres, une nouvelle alarme retentit. Cette fois, elle provenait du système de pressurisation interne. « Qu'est-ce qui se passe encore ?» demanda Louis, exaspéré. Claire examina rapidement les indicateurs. Les réservoirs de gaz ont été endommagés pendant la tempête. On perd de la pression. Si on ne fait rien, le ballon principal pourrait se dégonfler. Louis sentit son estomac se nouer. Et maintenant? Claire réfléchit un instant, puis son visage s'éclaira. « Je crois savoir où trouver une solution. Suivez-moi. » Elle se dirigea vers une trappe marquée « Soute aux équipements spéciaux » et l'ouvrit. À l'intérieur, ils découvrirent une série de réservoirs de réserve et des kits de réparation sophistiqués. « Les réservoirs sont conçus pour compenser les pertes de gaz en cas d'urgence », expliqua-t-elle. « On doit les connecter au système principal. » Louis hocha la tête et attrapa un des réservoirs. « Montrez-moi comment faire. » Pendant que Claire supervisait l'opération depuis la cabine, Louis s'activa dans la salle des machines, reliant les réservoirs de réserve aux conduits principaux. Chaque connexion était cruciale, et il prenait soin de suivre scrupuleusement les instructions fournies dans le manuel technique. Au bout de plusieurs minutes, la pression interne se stabilisa enfin. Claire poussa un soupir de soulagement. « On a réussi. On est hors de danger, pour l'instant. » Louis regagna la cabine, épuisé, mais fier de leur travail. « Alors, où est-ce qu'on va maintenant ?» Claire regarda par la fenêtre, où les derniers vestiges de la tempête s'éloignaient lentement. « Vers la vérité, » répondit-elle calmement. « On a survécu à tout ça. Maintenant, il est temps de découvrir pourquoi ce dirigeable existe vraiment. » Chapitre 5. Destin entrelacé. Le calme relatif qui suivit leur évasion de la tempête offrit à Louis et Claire un moment de répit bien mérité. Le Phénix naviguait désormais à une altitude stable, loin des turbulences et des nuages menaçants.
Mais ce silence n'était pas seulement physique, il semblait aussi envelopper leurs esprits, les poussant à réfléchir sur les événements qui les avaient conduits ici. Louis, assis dans un coin de la cabine principale, observait distraitement les instruments de bord. Ses mains étaient encore engourdies par le froid glacial qu'il avait affronté à l'extérieur, mais son esprit était en ébullition. « Claire », dit-il finalement, rompant le silence. « Vous pensez vraiment que ce dirigeable cache des secrets capables de changer, je ne sais pas, le monde ?» Claire, qui vérifiait les coordonnées sur une carte holographique, se retourna lentement vers lui. Son regard était à la fois distant et pénétrant, comme si elle pesait chaque mot avant de parler. « Je ne sais pas encore ce que nous allons découvrir, » répondit-elle calmement. Mais une chose est certaine, le baron de l'âge ne construit pas ce genre d'appareil simplement pour impressionner ses invités. Il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça. Elle marqua une pause, puis ajouta « Et toi, Louis, pourquoi es-tu monté à bord? Ce n'est pas juste par curiosité, n'est-ce pas ?» Louis baissa les yeux, soudain mal à l'aise. « C'est vrai, » admit-il après un moment. « J'ai toujours rêvé de voler, mais c'est aussi personnel. Mon père travaillait dans une usine où des machines expérimentales ont explosé. Il est mort à cause de négligence criminelle. Depuis, j'ai juré de m'opposer à ceux qui utilisent la technologie pour faire du mal. » Claire hocha doucement la tête, visiblement touchée par sa confession. « Alors, nous avons peut-être plus en commun que je ne pensais, » murmura-t-elle. « Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un. Ma sœur a été impliquée dans une opération d'espionnage qui a mal tourné. Elle a disparu il y a 2 ans, et depuis, je cherche des réponses. Le baron de l'âge pourrait être lié à tout ça. » Un silence lourd s'installa entre eux, chargé d'émotions non dites. Chacun se perdait dans ses pensées, réalisant peu à peu que leur rencontre n'était peut-être pas un hasard. Leur destin semblait entrelacé, liés par des blessures passées et une quête commune de vérité. Pendant ce temps, le Phénix poursuivait sa route vers une destination inconnue. Les cartes indiquaient qu'il survolait désormais une région désertique, parsemée de montagnes arides et de vastes étendues de sable. Claire ajusta les commandes pour ralentir légèrement l'appareil. « On approche d'une zone intéressante », dit-elle en pointant un point clignotant sur la carte. « Regarde ça, des coordonnées codées correspondant à un site isolé, peut-être une base secrète. » Louis se pencha pour examiner la carte plus attentivement. « Vous pensez que c'est là que le baron cache ses activités illégales ?»« C'est très probable, » répondit Claire. « Ces coordonnées correspondent à celles que nous avons trouvées dans les documents de la salle des machines. Si on veut découvrir la vérité, il faut atterrir là-bas. » L'atterrissage fut une opération délicate. Le terrain était accidenté et les vents chauds créaient des turbulences imprévisibles. Claire pilotait avec précision, ajustant constamment la trajectoire pour éviter les rochers et les crevasses. Enfin, après plusieurs minutes tendues, le Phénix se posa en douceur sur un plateau rocheux entouré de falaises abruptes. « On y est », annonça Claire en coupant les moteurs. « Prépare-toi, on ne sait pas ce qui nous attend là-bas. » Ils sortirent du dirigeable, armés de lampes torches et de quelques outils récupérés à bord. L'air était sec et brûlant, et le soleil tapait impitoyablement sur leurs visages. Autour d'eux, le paysage semblait figé dans le temps, comme un tableau post-apocalyptique. Après une marche de plusieurs minutes, ils découvrirent une entrée dissimulée dans la paroi rocheuse. Une porte métallique renforcée, presque invisible à première vue, était encadrée par des caméras de surveillance. Claire examina rapidement les lieux. « C'est sécurisé », murmura-t-elle, « mais je peux essayer de pirater le système. » Elle sortit un petit appareil électronique de sa sacoche et le connecta à un panneau de contrôle près de la porte. Pendant qu'elle travaillait, Louis surveillait les alentours, prêt à signaler tout mouvement suspect. « Ça y est », annonça Claire au bout de quelques minutes. La porte s'ouvrit lentement, révélant un long couloir éclairé par des néons froids. Ils échangèrent un regard déterminé et pénétrèrent à l'intérieur. Vraiment. Le couloir menait
à une série de salles souterraines, équipées de matériel scientifique sophistiqué. Des écrans holographiques projetaient des données complexes, et des tubes contenant des substances chimiques scintillaient sous la lumière artificielle. Louis sentit un frisson parcourir son échine. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» demanda-t-il, incrédule. Claire fouillait méthodiquement les lieux, prenant des photos avec un appareil miniature. « C'est un laboratoire secret », répondit-elle. « Le baron de la Hage utilise ces installations pour développer des technologies avancées, peut-être même des armes. » Soudain, un bruit sourd retentit derrière eux. Ils se retournèrent brusquement, prêts à fuir, mais ce qu'ils virent les figea sur place. Un homme vêtu d'une blouse blanche, le visage couvert de sueur, venait d'émerger d'une pièce adjacente. Il les fixa avec des yeux écarquillés, comme s'il ne s'attendait pas à trouver quelqu'un ici. « Qui êtes-vous » demanda Claire, tentant de masquer son inquiétude. L'homme hésita un instant, puis leva les mains en signe de reddition. « Je suis un scientifique », répondit-il d'une voix tremblante. « Je travaille ici contre mon gré. Si vous voulez savoir la vérité, suivez-moi. » Le scientifique les conduisit dans une salle plus grande, où des plans détaillés étaient affichés sur les murs. Certains représentaient des prototypes d'armes destructrices, tandis que d'autres semblaient correspondre à des technologies capables de manipuler l'environnement. « Le baron de la Hage prépare une opération mondiale, » expliqua l'homme. « Il veut utiliser ses inventions pour imposer son pouvoir. » Louis sentit la colère monter en lui. « Pourquoi personne n'a rien fait pour l'arrêter ?»« Parce que personne ne connaît l'ampleur de ses projets, » répondit le scientifique. « Mais vous pouvez encore agir. Prenez ces documents. Ils prouvent tout. » Claire récupéra les plans et les plaça dans sa sacoche. « Merci, » dit-elle simplement. « Maintenant, partons d'ici avant qu'on ne soit découvert. » De retour à bord du Phénix, ils activèrent les moteurs et reprirent leur ascension vers le ciel. Louis, encore bouleversé par ce qu'ils avaient découvert, fixa l'horizon lointain. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Claire sourit faiblement. « Maintenant, on retourne à Paris et on expose la vérité au grand jour. » Chapitre 6. Confrontation. Le voyage de retour vers Paris fut empreint d'une tension palpable. Louis et Claire, assis dans la cabine principale du Phénix, étaient plongés dans leurs pensées. Les documents récupérés dans le laboratoire secret représentaient une bombe prête à exploser, mais ils savaient que dévoiler la vérité ne serait pas une tâche facile. Le baron de la Hage était un homme puissant, entouré d'un réseau complexe d'alliances et de protection. Exposer ses plans au grand jour signifierait non seulement affronter sa colère, mais aussi risquer leur propre sécurité. « On doit être prudent », murmura Claire en scrutant les cieux à travers un hublot. « Si le baron apprend qu'on a découvert son laboratoire, il n'hésitera pas à nous éliminer. » Louis hocha la tête, les poings serrés. « Mais on ne peut pas rester silencieux non plus. Toutes ces inventions, ces armes, elles pourraient causer des destructions massives. On ne peut pas laisser ça arriver. » Claire posa une main rassurante sur son épaule. « Je sais. C'est pourquoi on va devoir jouer finement. On va contacter quelqu'un de confiance, quelqu'un qui peut nous aider à diffuser ces informations sans mettre nos vies en danger immédiatement. » Elle sortit une petite tablette sécurisée de sa sacoche et commença à taper rapidement. Après quelques minutes, elle releva les yeux, visiblement satisfaite. « J'ai envoyé un message crypté à une ancienne collègue journaliste. Elle travaille avec des lanceurs d'alerte et des organisations indépendantes. Si quelqu'un peut nous aider à rendre cette histoire publique, c'est elle. » Louis sentit un léger soulagement l'envahir. « Et ensuite, on attend, » répondit Claire. « Mais je doute qu'on ait beaucoup de temps. Le baron est probablement déjà au courant de ce qui s'est passé dans son laboratoire. On doit se préparer à une confrontation directe. » Alors qu'ils approchèrent de Paris, le Phénix fut soudain encerclé par 3 appareils militaires. Des projecteurs aveuglants illuminèrent la coque du dirigeable et une voix amplifiée résonna dans le ciel nocturne.
Arrêtez immédiatement votre appareil ou nous ouvrons le feu. Louis sentit son cœur bondir dans sa poitrine. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-il paniqué. Claire resta calme malgré la gravité de la situation. « Ils savent qu'on est là. Si on obéit, ils vont nous capturer. Mais si on tente de fuir, ils tireront. Il faut trouver un moyen de les semer. » Elle activa rapidement plusieurs commandes sur le tableau de bord. « Prépare-toi, ça va secouer. » Les moteurs rugirent à nouveau et le Phénix accéléra brusquement. Les appareils militaires se lancèrent à leur poursuite, tirant des salves de missiles qui explosaient dangereusement près de la coque. Louis, cramponné à son siège, regardait les éclairs des explosions illuminer la nuit comme un feu d'artifice mortel. « Là-bas !» cria soudain Claire en pointant une zone dense de nuages bas. « On va se cacher dedans. » Elle inclina le manche à balai et le dirigeable plongea dans l'épaisse couche de brume. Les poursuivants furent momentanément désorientés, perdant leurs traces dans les turbulences. Claire profita de cet avantage pour changer radicalement de trajectoire, contournant Paris pour atterrir dans une clairière isolée à la périphérie de la ville. Une fois au sol, Louis et Claire descendirent rapidement du dirigeable et se fondirent dans la nuit. Ils marchèrent pendant plusieurs kilomètres, évitant les routes principales et les zones éclairées. Finalement, ils atteignirent un petit immeuble discret situé dans une rue tranquille. Claire frappa un code secret sur une porte latérale et un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux grisonnants leur ouvrit. « Claire ?» demanda-t-il surpris. « Que fais-tu ici ? On a besoin de ton aide, Victor, » répondit-elle, sans préambule. « C'est urgent. » Victor les fit entrer rapidement. L'appartement, bien que modeste, était rempli d'équipements informatiques sophistiqués. Claire lui tendit la sacoche contenant les documents. « Analyse tout ça. Ce sont des preuves compromettantes contre le baron de Lahage. On doit les rendre publiques avant qu'il ne soit trop tard. » Victor examina rapidement les documents, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'il comprenait leur portée. « C'est colossal, » murmura-t-il. « Mais comment comptez-vous procéder ? Le baron contrôle pratiquement tous les médias. » Claire sourit faiblement. « On va utiliser des canaux alternatifs, réseaux sociaux, blogs indépendants, forums spécialisés. Avec tes compétences en piratage informatique, tu peux diffuser ces informations partout en même temps. » Victor acquiesça, déjà concentré sur son ordinateur. « Je vais m'y mettre immédiatement, mais vous devrez rester cachés. Le baron va tout faire pour vous retrouver. » Pendant que Victor travaillait, Louis et Claire s'installèrent dans une petite pièce adjacente. Louis, épuisé mais incapable de dormir, fixait le mur, perdu dans ses pensées. « Tu crois vraiment qu'on peut réussir ?» demanda-t-il. « Finalement. » Claire s'assit à côté de lui, son regard doux mais déterminé. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Mais on n'a pas le choix. Si on abandonne maintenant, toutes ces souffrances auront été vaines. » Louis hocha la tête puis posa une question qui le taraudait depuis un moment. « Et après ? Qu'est-ce qu'on fera quand tout sera fini ?» Claire marqua une pause, comme si elle n'avait jamais envisagé cette possibilité. « Peut-être qu'on pourra enfin vivre une vie normale, » répondit-elle avec un sourire triste. « Ou peut-être qu'on continuera à chercher la vérité, ou qu'elle se cache. » Quelques heures plus tard, Victor les rejoignit, un sourire triomphant aux lèvres. « C'est fait, » annonça-t-il. « Les informations circulent déjà sur Internet. Les gens commencent à réagir. » Louise et Claire échangèrent un regard soulagé. Leur mission avait réussi, mais ils savaient que la bataille était loin d'être terminée. Chapitre 7. Une nouvelle aube. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les fenêtres de l'appartement de Victor, projetant des ombres douces sur les murs. Louis et Claire, épuisés mais galvanisés par leur succès, observaient en silence les écrans d'ordinateur qui diffusaient les réactions mondiales à leur révélation. L'épreuve contre le baron de Lahage avait fait sensation, déclenchant une vague de colère et d'indignation dans les médias et sur les réseaux sociaux.
Des hashtags comme Justice pour la vérité et Stop au baron se propageaient à une vitesse fulgurante, tandis que des journalistes indépendants et des activistes reprenaient les documents pour amplifier leur portée. « On a réussi », murmura Louis, encore incrédule. « Les gens savent maintenant ce qu'ils tramaient. » Claire hocha la tête, un sourire discret, mais satisfait aux lèvres. « Oui, mais ce n'est qu'un début. Le baron ne va pas abandonner sans se battre. Il va tenter de minimiser les dégâts, de manipuler les opinions, peut-être même de nous traquer. » Victor, qui surveillait les flux d'informations en temps réel, confirma ses craintes. Il y a déjà des comptes proches du baron qui tentent de discréditer les documents. Ils prétendent que c'est un faux ou une opération, orchestrée par des concurrents. Mais ça ne marche pas vraiment. Les preuves sont trop accablantes. Louis sentit une pointe de fierté gonfler sa poitrine. Alors, on a vraiment fait une différence. Claire posa une main sur son épaule. Oui, mais notre travail n'est pas terminé. Maintenant, il faut rester vigilant. Alors qu'ils discutaient, un bruit sourd retentit soudain à l'extérieur de l'immeuble. Victor jeta un coup d'œil par la fenêtre et blêmit. « On a de la visite », annonça-t-il d'une voix tendue. Plusieurs véhicules viennent de s'arrêter devant l'entrée. Claire réagit immédiatement. « C'est lui. Il nous a retrouvés. » Elle attrapa rapidement une sacoche contenant quelques objets essentiels, un téléphone sécurisé, une clé USB avec des copies des documents et une arme de poing. « Suivez-moi, on doit sortir d'ici avant qu'il ne monte. » Louis, encore sous le choc, obéit sans poser de questions. Victor, quant à lui, activa un mécanisme dissimulé dans le mur, révélant un passage secret. « Allez-y, je vais les ralentir. » Claire le regarda, touchée par son courage. « Merci, Victor. Faites attention à vous, » répondit-il simplement, avant de refermer le panneau derrière eux. Le passage débouchait dans une ruelle étroite, loin des regards indiscrets. Claire et Louis coururent aussi vite que possible, zigzagant entre les bâtiments pour éviter toute surveillance. Derrière eux, ils entendaient déjà des cris et des bruits de pas précipités. Le baron avait envoyé ses hommes, et ceux-ci étaient déterminés à les capturer. « Par ici !» cria Claire en désignant une camionnette garée près d'un entrepôt. Elle força la serrure avec un outil improvisé, et ils montèrent à bord. Après quelques minutes de manipulation, le moteur démarra enfin, et ils s'éloignèrent rapidement. Louis, encore haletant, osa demander « Et maintenant? Où est-ce qu'on va ?» Claire consulta rapidement une carte sur son téléphone. « On quitte Paris. Il y a un refuge sécurisé en province où on pourra se cacher pendant un moment. Mais il faut faire vite. » Pendant plusieurs heures, ils roulèrent sans s'arrêter, changeant régulièrement de direction pour semer d'éventuels poursuivants. Lorsqu'ils atteignirent enfin le refuge, une petite maison isolée au cœur d'une forêt dense, ils étaient épuisés mais soulagés d'avoir échappé à leurs ennemis. À l'intérieur, ils trouvèrent des vivres, des couvertures et un système de communication sécurisé. Claire s'assit à la table et commença à pianoter sur un ordinateur portable. « Je vais envoyer un message à mes contacts pour leur dire qu'on est en sécurité », expliqua-t-elle. « En attendant, on reste ici. » Louis s'affala sur un canapé usé, fermant les yeux pour la première fois depuis des jours. « Tu crois qu'on va vraiment pouvoir mettre fin à tout ça ?» demanda-t-il, la voix teintée de fatigue. Claire s'approcha et s'assit à côté de lui. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Mais ce que je sais, c'est qu'on a fait quelque chose d'important. On a donné une chance au monde de choisir son propre destin. » Elle marqua une pause, puis ajouta avec un sourire léger « Et peut-être que cette aventure n'est que le début d'une autre. » Louis ouvrit les yeux et la regarda, intrigué. « Que veux-tu dire ?» Claire haussa les épaules. « Il y aura toujours des secrets à découvrir, des vérités à dévoiler. Si tu veux continuer à chercher, je serai heureuse de t'avoir à mes côtés. » Louis sentit un frisson d'excitation parcourir son corps. « Dans ce cas, où est-ce qu'on va ensuite ?» Claire sourit plus largement, son regard brillant d'une détermination renouvelée. « Là où le vent nous portera. » Épilogue.
une promesse d'aventure. Les jours suivants furent marqués par une relative tranquillité. Les nouvelles continuaient de circuler et la pression publique sur le baron de Lage augmentait. Des enquêtes officielles furent ouvertes et certaines de ses installations secrètes furent fermées. Mais Claire et Louis savaient que la lutte était loin d'être terminée. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse de la maison forestière, un drone livreur déposa un paquet devant leur porte. À l'intérieur, ils trouvèrent une lettre anonyme accompagnée d'une carte du monde. La lettre disait simplement « Votre prochaine mission vous attend. Suivez les coordonnées. » Claire et Louis échangèrent un regard complice. « Prêt pour une nouvelle aventure ?» demanda Claire. Louis sourit. « Toujours. » Et ainsi, leur voyage continuait, vers des horizons inconnus et des mystères encore plus grands. Chers auditeurs, nous voici arrivés à la fin de Un drame dans les airs. J'espère que cette histoire vous a transporté dans un monde de suspense et d'aventure, tout en vous offrant un moment de détente propice à l'endormissement. Si vous avez apprécié cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire et à partager cette histoire avec vos amis. Chaque soutien nous aide à créer davantage de contenu relaxant pour vous accompagner dans vos nuits. Bonne nuit à tous et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Bonsoir chers auditeurs. Bienvenue sur cette chaîne dédiée aux histoires pour dormir, où chaque récit vous transporte dans un monde de calme et d'aventure. Ce soir, je vous propose une histoire inspirée des grands voyages polaires, un hivernage dans les glaces. Cette aventure se déroule en 7 chapitres apaisants, parfaits pour vous accompagner dans votre rituel du coucher. Imaginez-vous sous une couverture douillette, prêt à plonger dans un univers héroïque où le courage et la persévérance triomphent face aux éléments. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun épisode. Maintenant, détendez-vous et laissez-vous emporter. Dans Un hivernage dans les glaces, nous suivons une expédition de secours qui part à la recherche d'un groupe d'hommes disparus en mer lors d'une mission scientifique au cœur du Groenland. Menée par le capitaine Larsen, une équipe composée de marins intrépides et de scientifiques passionnés embarque à bord du Sagitta, un navire robuste conçu pour affronter les tempêtes arctiques. Leur quête devient rapidement une lutte pour la survie lorsque leur bateau est pris dans les glaces impitoyables de l'hiver groenlandais. Au fil des chapitres, les personnages font face à des défis inimaginables. Tempêtes de neige aveuglante, traîneaux à chiens perdus dans le blizzard, rencontres avec des ours polaires et surtout la solitude glaciale de l'hiver arctique. Chaque membre de l'équipage apporte sa propre force et ses faiblesses, créant des dynamiques humaines, riches et émouvantes. Entre camaraderie et tension, ils devront apprendre à s'unir pour survivre. L'histoire explore également des thèmes profonds tels que la résilience humaine, la solidarité face à l'adversité et la beauté brute de la nature sauvage. À travers des paysages grandioses et des moments d'introspection, Un hivernage dans les glaces offre une expérience immersive qui invite à la réflexion tout en berçant l'auditeur vers un sommeil paisible. Chapitre 1. La décision. Le capitaine Larsen fixait la carte étalée devant lui, ses yeux bleus perçants scrutant les contours du Groenland. Ses mains calleuses effleurèrent les lignes représentant les fjords gelés et les banquises infinies. Il soupira profondément, conscient du poids de la responsabilité qui reposait sur ses épaules. Depuis plusieurs semaines, des nouvelles alarmantes avaient atteint Copenhague. Un navire scientifique norvégien, le Framerja, avait disparu dans les eaux glacées du nord-est. Les communications avaient été rompues après une violente tempête hivernale, et aucune trace n'avait été retrouvée depuis. Les autorités maritimes étaient dans l'incertitude, mais une chose était claire. Si une expédition de secours n'était pas organisée rapidement, il ne resterait probablement aucun survivant. Autour de la table, l'équipage du Sagitta attendait en silence. Il y avait Eriksson, le second,
un homme pragmatique dont l'expérience maritime était inégalée. Sophia Andersen, une jeune météorologue aux cheveux roux flamboyants, dont la détermination forçait le respect, et Carl Jensen, un géologue taciturne mais brillant, dont les connaissances sur les glaces étaient précieuses. Tous partageaient la même détermination, retrouver les hommes perdus ou découvrir ce qui leur était arrivé. Leurs regards convergeaient vers Larsen, attendant qu'il prenne la parole. Ils savaient que c'était lui qui porterait la décision finale, celle qui scellerait leur destin pour les mois à venir. « Nous levons l'ancre demain à l'aube », annonça enfin Larsen d'une voix ferme, brisant le silence tendu qui flottait dans la pièce. « Le temps presse. Si nous voulons avoir une chance de les trouver vivants, il faut agir rapidement. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Chacun sentait le poids de l'enjeu. Une expédition dans ces régions hostiles n'était jamais sans risque, surtout en hiver. Mais l'héroïsme et la solidarité étaient des valeurs profondément ancrées chez ces marins, et personne ne songea à reculer. Les préparatifs furent minutieux. Dans le port de Copenhague, l'activité battait son plein alors que l'équipage chargeait des caisses de vivres, des manteaux de fourrure épais, des lanternes à huile et des traîneaux à chiens à bord du Sagitta. Ce navire, robuste et conçu pour affronter les tempêtes arctiques, serait leur seul refuge face aux éléments implacables du Groenland. Chaque détail fut vérifié plusieurs fois, car personne ne savait ce qui les attendait dans ces terres inhospitalières. Les tempêtes pouvaient surgir sans avertissement, les glaces se refermaient autour d'eux comme un piège mortel, et les réserves de nourriture devaient être suffisantes pour durer plusieurs mois. Avant de monter à bord, Larsen jeta un dernier regard vers le port animé. Derrière lui, les rires des enfants et les cris des mouettes semblaient déjà lointains. Il savait que, pour les prochains mois, seule la glace serait leur compagnie. Cette pensée le fit frissonner, mais il chassa rapidement toute forme de doute. Il avait appris depuis longtemps à maîtriser ses émotions, surtout en tant que chef d'expédition. Un leader ne pouvait se permettre de montrer la moindre faiblesse, pas quand la vie de ses hommes dépendait de ses décisions. Le voyage commença sous des auspices relativement cléments. Le Sagitta fendait les flots grisâtres sous un ciel bas et menaçant, mais sans rencontrer de véritables obstacles. Les premiers jours furent consacrés à l'observation méticuleuse des conditions météorologiques. Sophia passait des heures penchée sur ses instruments, notant chaque changement de pression atmosphérique, chaque variation de température. Elle savait que ces données seraient cruciales pour anticiper les tempêtes et éviter les dangers cachés. Son zèle impressionnait l'équipage, qui avait d'abord été sceptique face à la présence d'une femme dans une mission aussi rude. Mais Sophia ne se laissait pas intimider. Elle travaillait avec une rigueur et une passion qui forçaient l'admiration, prouvant jour après jour qu'elle méritait sa place. Pendant ce temps, Carl explorait les cartes et les journaux. De bord des précédentes expéditions dans la région, il cherchait des indices, des traces de routes possibles ou de zones où le Framerja aurait pu s'échouer. Sa connaissance approfondie des formations glaciaires était un atout précieux et il partageait volontiers ses découvertes avec Larsen. Ensemble, ils discutaient des meilleures stratégies pour maximiser leurs chances de succès. Carl, bien que peu bavard, avait une manière méthodique d'aborder les problèmes qui inspirait confiance. Mais malgré ces préparatifs et cette détermination collective, l'inconnu restait omniprésent. Chaque vague qui venait frapper la coque du navire semblait murmurer des avertissements. Chaque cri des mouettes qui survolèrent le pont semblait porter un message indéchiffrable. Et puis, il y avait ce sentiment diffus, cette sensation oppressante que quelque chose de plus grand, de plus puissant, les observait depuis les profondeurs glacées de l'océan. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière un rideau de nuages sombres, l'équipage se rassembla sur le pont pour un moment de répit.
Ils échangeaient des histoires, des anecdotes de voyages passés, tentant de chasser l'angoisse qui montait insidieusement. Un vieux marin, Oscar, raconta une légende locale sur un esprit des glaces, une créature mystérieuse qui attirait les navires vers leur perte. Personne ne savait si cette histoire était vraie ou simplement une invention pour effrayer les jeunes recrues. Mais elle fit naître un frisson dans le dos de chacun. Larsen, quant à lui, écoutait en silence, les bras croisés, son regard perdu dans l'horizon. Il savait que les légendes n'étaient souvent que des métaphores, des façons de donner un sens aux dangers invisibles. Mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine vérité dans ces mots. Ici, au cœur de l'Arctique, la nature elle-même semblait douée d'une intelligence froide et implacable. Alors que la nuit tombait, enveloppant le navire, dans une obscurité dense, Larsen retourna dans sa cabine pour réfléchir. Il savait que les prochains jours seraient décisifs. Ils allaient bientôt entrer dans les eaux gelées du Groenland, et là-bas, les erreurs ne seraient pas pardonnées. Il repensa à sa famille, restée à terre, et à la promesse qu'il leur avait faite de revenir sains et saufs. Mais il savait aussi que cette mission transcendait les liens personnels. Il n'était pas seulement responsable de ces hommes, il était responsable de tous ceux qui avaient disparu, de toutes ces familles qui attendaient désespérément des nouvelles. Le Bassou, lendemain matin, alors que le Sagitta progressait vers le nord, une nouvelle menace se dessina à l'horizon. Les premières plaques de glace apparurent, flottant à la surface de l'eau comme des sentinelles silencieuses. Elles semblaient inoffensives au premier abord, mais Larsen savait que ces fragments n'étaient que les avant-postes d'un empire glacé bien plus vaste. Bientôt, il serait confronté à des champs de glace compacts, des barrières infranchissables qui mettraient à rude épreuve la robustesse de leur navire. Il ordonna à l'équipage de se préparer, distribuant les rôles avec une précision militaire. Chaque homme devait être prêt à intervenir à tout moment, que ce soit pour manœuvrer le navire, réparer une avarie ou simplement surveiller les environs. Et ainsi, le Sagitta poursuivit sa route, avançant lentement mais inexorablement vers l'inconnu. Chaque kilomètre parcouru était une victoire, chaque heure écoulée un pas de plus vers leur objectif. Mais au fond de lui, Larsen savait que cette expédition ne serait pas qu'une simple quête de survie. Ce serait aussi une exploration des limites humaines, une confrontation avec les forces élémentaires qui régnaient sur ce monde glacé. Et peut-être, se dit-il, en regardant les étoiles scintiller dans le ciel nocturne, une occasion de comprendre ce qui relie l'homme à la nature, malgré toute la distance qui les sépare. Chapitre 2 – La mer gelée. Les premières heures dans les eaux glacées du Groenland furent une leçon d'humilité pour l'équipage du Sagitta. Les plaques de glace, au départ dispersées et flottantes, se transformèrent rapidement en véritables murailles blanches. Elles s'étendaient à perte de vue, formant un labyrinthe sans fin où chaque tournant semblait mener à une impasse. Le navire progressait avec difficulté, brisant la glace compacte grâce à son étrave renforcée, mais chaque avancée coûtait cher en énergie et en temps. Les moteurs rugissaient sous la pression et les marins surveillaient anxieusement les jauges de carburant, conscients que leurs réserves n'étaient pas infinies. Larsen restait sur le pont jour et nuit, scrutant l'horizon avec ses jumelles. Ses yeux, fatigués par les longues veilles, cherchaient désespérément un signe, une trace du Framerja ou de ses occupants. Mais rien ne venait troubler l'uniformité des glaces, si ce n'est le vol occasionnel d'un fulmar boréal ou le cri lointain d'un phoque. Chaque heure qui passait augmentait la tension à bord. Les hommes travaillaient en silence, concentrés sur leurs tâches, évitant de croiser le regard des autres. La fatigue commençait à se faire sentir, et avec elle, les premiers murmures de découragement. Sophia, fidèle à sa nature méthodique, continuait d'observer les conditions météorologiques avec une précision quasi obsessionnelle. Elle avait installé son matériel dans une petite cabine près du pont, où elle passait des heures à analyser les données. Un soir, alors que le vent soufflait en rafales cinglantes, elle remarqua une baisse significative de la pression atmosphérique.
Ces instruments indiquaient également une chute brutale des températures. Une tempête approche, annonça-t-elle lors d'une réunion improvisée dans la cabine de Larsen. Sa voix, bien que calme, portait une gravité qui ne laissait place à aucun doute. Nous devons nous préparer immédiatement. La nouvelle fut accueillie avec une inquiétude palpable. Une tempête dans ces eaux était une menace mortelle. Les vagues déchaînées risquaient de projeter des blocs de glace contre la coque du navire, causant des dommages irréparables. De plus, la visibilité serait réduite à néant, rendant toute navigation impossible. Larsen ordonna immédiatement à l'équipage de sécuriser tout ce qui pouvait bouger sur le pont. Caisses, cordages, outils, tout fut solidement arrimé. Les lanternes furent allumées et placées stratégiquement pour signaler leur position aux rares bateaux qui pourraient croiser leur route, puis ils attendirent. La tempête surgit sans avertissement, comme un monstre surgissant des profondeurs. Le ciel s'assombrit subitement, et les nuages bas se transformèrent en une masse tourbillonnante d'un gris menaçant. Les premières bourrasques de vent giflèrent le navire avec une violence inouïe, projetant des flocons de neige tranchants comme du verre. Les vagues, déjà hautes, devinrent des montagnes liquides qui soulevaient le Sagitta avant de le faire retomber brutalement. Chaque impact faisait trembler la coque, et les marins, cramponnés au cordage, luttaient pour garder leur équilibre. Dans la salle des machines, Ericsson supervisait les opérations avec une concentration intense. Il savait que si les moteurs lâchaient, il serait perdu. Les ingénieurs vérifiaient chaque composant, ajustèrent les valves et s'assuraient que l'eau de mer ne pénétrait pas dans les compartiments vitaux. Leur travail était essentiel, mais aussi dangereux. Les vibrations du navire rendaient chaque mouvement difficile, et la chaleur étouffante des machines exacerbait leur fatigue. Pendant ce temps, Sophia et Karl avaient trouvé refuge dans la cabine principale, où ils tentaient de maintenir un semblant de normalité. Karl, bien que taciturne, racontait des histoires de ses expéditions précédentes pour distraire Sophia. Une fois, dans le Spitzberg, nous avons été pris dans une tempête similaire, dit-il, sa voix grave résonnant dans la pièce exiguë. Nous pensions que nous n'allions jamais en sortir. Mais nous avons tenu bon, et au bout de 3 jours, le calme est revenu. Sophia l'écoutait attentivement, hochant la tête pour masquer son anxiété. Elle admirait la résilience de cet homme qui semblait puiser sa force dans la solitude même. La tempête dura 2 jours et 2 nuits, une éternité pour ceux qui étaient enfermés dans ce monde hostile. Lorsque les vents finirent par se calmer, un silence étrange s'abattit sur le navire. Le Sagitta émergea lentement de la tourmente, entouré d'un paysage transformé. Les glaces, autrefois fragmentées, formaient désormais une surface continue, scintillant sous la lumière pâle du soleil. C'était une vision à couper le souffle, mais aussi un rappel cruel de leur situation. Ils étaient bloqués, prisonniers, d'une mer gelée qui ne libérerait son emprise qu'au printemps. Larsen monta sur le pont dès que possible, ses bottes crissant sur la neige fraîche. Il inspecta les dégâts avec une attention minutieuse. La coque avait subi quelques éraflures, mais rien de grave. Les mâts tenaient encore debout, et les moteurs fonctionnaient correctement. « Nous avons eu de la chance », murmura-t-il, à Ericsson qui se tenait à ses côtés. Mais il savait que cette chance ne durerait pas éternellement. Il devait agir vite. La décision fut prise d'organiser un campement sur la glace. Avec l'aide des traîneaux à chiens, ils transportèrent les provisions et montèrent des tentes robustes pour affronter l'hiver. Cette transition fut un moment crucial pour l'équipe. Passer du confort relatif du navire à la rudesse de la banquise représentait un changement radical. Chaque geste devait être calculé, chaque ressource utilisée avec parcimonie. Les chiens, habitués à ces conditions extrêmes, semblaient indifférents au froid, mais les hommes, eux, souffraient déjà. Un matin, alors que l'équipage inspectait les environs depuis le campement, un cri retentit. Un ours polaire, majestueux et imposant,
se tenait à quelques mètres d'eux, observant ces intrus avec curiosité. Personne ne bougea, fasciné par cette rencontre inattendue avec la faune arctique. L'animal était magnifique, avec son pelage, blanc, immaculé, et ses yeux noirs perçants. Mais il était aussi un rappel brutal de la dangerosité de cet environnement. Les ours polaires étaient des prédateurs redoutables, capables de déchirer une tente ou de renverser un traîneau sans effort. Après un moment suspendu dans le temps, l'ours s'éloigna lentement, disparaissant derrière une colline de glace. Cette rencontre marqua un tournant dans l'esprit de l'équipage. Ils réalisèrent pleinement l'immensité de la tâche qui les attendait. Non seulement ils devaient survivre dans ce désert glacé, mais ils devaient aussi continuer leur mission de recherche. Chaque jour apportait son lot de défis. Le froid mordant qui transperçait les couches de fourrure, les vents cinglants qui balayaient le camp, et la menace constante des crevasses cachées sous la surface. Les hommes se relayaient pour surveiller les alentours, guettant tout signe de mouvement ou de danger potentiel. Mais malgré ces difficultés, une forme de camaraderie naissait entre eux. Les repas partagés autour du feu, les discussions tardives dans les tentes, les moments de rire face aux petits incidents quotidiens créaient des liens solides. Sofia, bien que novice, gagna rapidement le respect de tous grâce à son ingéniosité et son courage. Elle mit au point un système de chauffage rudimentaire à base de graisse animale, permettant de maintenir une température supportable dans les tentes. Karl, quant à lui, se révéla être un excellent conteur, racontant des légendes nordiques autour du feu pour distraire l'équipage. Cependant, la tension montait également. Certains marins, découragés par l'immensité de la tâche, commençaient à douter de leur mission. Ils se demandaient si leurs efforts étaient vains, si les hommes qu'ils cherchaient étaient encore en vie. Larsen, conscient de la situation, tint un discours poignant un soir, rappelant à tous pourquoi ils étaient là, pour sauver des vies, pour honorer ceux qui avaient disparu. Ces mots redonnèrent espoir, et l'équipe se ressouda autour de cet objectif commun. Alors que les jours s'écoulaient, le campement devint une véritable petite communauté. Chacun avait son rôle, sa responsabilité, et ensemble, ils formaient un tout cohérent. Mais au fond de lui, Larsen savait que cette harmonie fragile pouvait être brisée à tout moment. Les conditions extrêmes testaient non seulement leur endurance physique, mais aussi leur résilience mentale. Et il savait que les mois à venir seraient encore plus difficiles. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les glaciers scintillants, Larsen s'assit seul devant sa tente, contemplant l'horizon. Il pensait à tous ceux qui avaient osé défier les glaces avant lui, à tous ceux qui étaient tombés dans ce combat silencieux contre la nature. Il sentait le poids de l'histoire sur ses épaules, mais aussi une certaine fierté. Peut-être, se dit-il, que cette expédition ne serait pas seulement une quête de survie. Peut-être qu'elle serait aussi une manière de comprendre ce qui relie l'homme à cet univers glacé, si beau et si implacable. Chapitre 3. Prisonnier des glaces. La vie sur la banquise devint rapidement une épreuve quotidienne. Chaque matin, l'équipage se levait dans un froid mordant, enveloppé par le silence oppressant de l'immensité glacée. Les tentes, bien qu'isolées avec soin, offraient une protection limitée contre les températures extrêmes. Le souffle des hommes formait des nuages de buée qui s'évaporaient aussitôt, et leur mouvement était ralenti par les épaisseurs de vêtements en fourrure. Malgré cela, ils persévéraient, conscients que chaque geste comptait pour leur survie. Sofia avait transformé son rôle de météorologue en celui de véritable ingénieur de campagne. Elle avait conçu un système de chauffage rudimentaire à base de graisse animale récupérée lors de leurs maigres repas. Ce dispositif, bien que simple, permettait de maintenir une température légèrement plus supportable à l'intérieur des tentes. Les marins, d'abord sceptiques, furent impressionnés par son ingéniosité. « Vous êtes pleine de ressources », lui dit un jour Larsen, un sourire discret sur son visage fatigué. Sofia haussa les épaules, comme si c'était une évidence. Pour elle,
Il n'était pas question de faiblir. Karl, quant à lui, passait ses journées à étudier la structure des glaces environnantes. Il explorait les environs avec prudence, notant chaque crevasse, chaque variation de densité. Son expertise était cruciale pour éviter les accidents. Un après-midi, alors qu'il inspectait une zone à quelques centaines de mètres du campement, il découvrit une faille béante dissimulée sous une fine couche de neige. Une seule erreur, et nous serions perdus, murmura-t-il en revenant au camp, ses joues rougies par le froid. Cette découverte renforça la vigilance de tous. Mais malgré ces efforts collectifs, la tension montait. Certains marins commençaient à montrer des signes de fatigue mentale. La solitude, le froid constant et l'incertitude quant à leur mission pesaient lourdement sur leurs épaules. Oscar, le vieux marin aux histoires légendaires, devint particulièrement irritable. « Nous sommes des fous d'être venus ici », lança-t-il un soir, sa voix résonnant dans la tente commune. « Personne ne peut survivre dans cet enfer. » Ces mots jetèrent un froid parmi les autres, mais personne ne répondit. Il savait qu'il exprimait ce que beaucoup pensaient tout bas. Larsen, conscient de la situation, organisa une réunion autour du feu. « Nous ne pouvons pas nous permettre de baisser les bras », déclara-t-il, sa voix ferme tranchant avec le vent qui hurlait au loin. « Nous sommes ici pour une raison. Ces hommes, ceux du Framerja, méritent que nous fassions tout notre possible pour les retrouver, et nous y arriverons, ensemble. » Ces paroles eurent l'effet escompté. Elles rappelèrent à chacun pourquoi ils avaient accepté cette mission, dangereuse. Même Oscar, bien que toujours taciturne, sembla se redresser légèrement. Les jours suivants furent marqués par une dynamique renouvelée. Les membres de l'équipe se soutinrent mutuellement, partageant des moments de camaraderie qui adoucissaient la rudesse de leur quotidien. Karl, habituellement réservé, raconta une légende nordique autour du feu un soir. L'histoire parlait d'un guerrier perdu dans les glaces, guidé par une lumière mystérieuse vers un refuge salvateur. Bien que peu bavard, Karl savait captiver son auditoire, et ses mots apportèrent un peu de chaleur dans cet univers glacé. Pourtant, la nature ne leur accordait aucun répit. Un matin, alors que l'équipe préparait les traîneaux à chiens pour une exploration, une violente bourrasque balaya le campement. Les tentes tremblèrent sous la force du vent et plusieurs cordages cédèrent. Les hommes se précipitèrent pour sécuriser leur abri, travaillant main dans la main contre les éléments. Cet incident rappela à tous la fragilité de leur situation, mais il renforça également leur solidarité. Alors que le soleil se couchait derrière les glaciers, scintillant, Larsen contempla l'horizon perdu dans ses pensées. Il savait que cette expédition n'était pas seulement une quête de survie ou de recherche. Elle était aussi une leçon sur la résilience humaine, sur la capacité de l'homme à trouver de la beauté même dans les conditions les plus hostiles. Et peut-être, se dit-il, qu'il découvrirait quelque chose de plus grand que ce qu'il cherchait. Chapitre 4. La découverte inattendue. Les jours se succédaient, monotones et épuisants, sur la banquise. L'équipage du Sagitta avait adopté une routine rigide, lever avant l'aube, inspection des traîneaux et des chiens, exploration. En équipe pour chercher des traces du Framherja, retour au campement avant la tombée de la nuit. Chaque sortie était une lutte contre le froid et la fatigue, mais aussi contre une solitude croissante. Le silence de la glace semblait s'infiltrer dans leurs esprits, amplifiant les pensées sombres et les doutes. Un matin, alors que l'équipe s'apprêtait à partir en expédition, Karl remarqua quelque chose d'inhabituel près de l'horizon. Une tache sombre se détachait sur la blancheur immaculée des glaces. « Là-bas !» s'exclama-t-il, pointant du doigt la forme indistincte. Tous se retournèrent, intrigués. Cela pouvait être n'importe quoi, un rocher, une ombre trompeuse, mais dans cet environnement uniforme, même la plus petite irrégularité méritait d'être vérifiée. L'équipe chargea rapidement les traîneaux, ajustant les harnais des chiens avec une énergie renouvelée. Les bêtes,
sentant l'excitation de leur maître, aboyaient joyeusement, leurs pattes griffant la neige gelée. Sofia, Eriksson, Karl et Larsen prirent place sur 2 traîneaux distincts, tandis qu'un 3e restait au campement pour assurer la sécurité du groupe restant. Le trajet fut long et éprouvant. Le vent soufflait en rafales, rendant chaque avancée difficile. Mais enfin, après plusieurs heures de voyage, ils atteignirent la source de la curiosité. C'était un objet métallique, partiellement enseveli sous la neige. En s'approchant, ils réalisèrent qu'il s'agissait d'une barque de survie, un canot de sauvetage probablement arraché d'un navire par les glaces. Les marins se regardèrent, incrédules. Était-ce une trace du Framerja ou simplement un vestige d'une autre expédition malheureuse? Ils dégagèrent rapidement la neige accumulée autour de l'embarcation, révélant des inscriptions à moitié effacées sur son flanc. « Framerja » lut lentement Larsen, sa voix tremblante d'émotion. « Nous sommes sur la bonne piste. » La découverte apporta un regain d'espoir à l'équipe. Pour la première fois depuis leur arrivée, ils avaient une preuve tangible que les hommes qu'ils recherchaient étaient au passé par ici. Mais cette joie fut tempérée par une question cruciale. Où étaient-ils maintenant? Avaient-ils survécu? Étaient-ils encore proches? Ou le canot avait-il dérivé loin d'eux? Karl inspecta minutieusement l'embarcation, notant des indices qui pourraient les guider. Il découvrit des provisions vides, des couvertures gelées et ce qui ressemblait à des traces de brûlures sur les planches, peut-être utilisées pour faire du feu. Ces éléments suggéraient que ces occupants avaient tenté de survivre dans des conditions extrêmes. Sofia, pendant ce temps, analysa le terrain environnant. Elle remarqua des empreintes de pas partiellement recouvertes par la neige, ainsi que des marques de traîneaux. « Ils sont partis vers le nord-est », annonça-t-elle, sa voix pleine d'assurance. « Peut-être ont-ils cherché refuge dans les montagnes ?» Cette hypothèse semblait plausible. Les glaciers et les falaises offriraient une protection contre les vents violents et pourraient contenir des grottes naturelles. Larsen prit rapidement une décision. Nous devons suivre ces traces. Si nous avons une chance de les retrouver vivants, c'est maintenant. L'équipe chargea à nouveau les traîneaux, cette fois avec une destination claire en tête. Le voyage serait long et périlleux, mais personne ne protesta. Ils avaient une mission, et cette mission les poussait en avant. Le paysage changea progressivement à mesure qu'ils approchèrent des montagnes. Les plaines glacées firent place à des formations rocheuses escarpées. Encerclées de glaciers suspendus, la lumière du soleil, filtrée par les nuages bas, donnait à la scène une atmosphère irréelle. Chaque pas était une victoire, chaque kilomètre parcouru un pas de plus vers leur objectif. Mais la nature ne les épargnait pas. Les crevasses se multipliaient, cachées sous des couches de neige fraîche. Plus d'une fois, les traîneaux manquèrent de basculer dans le vide, sauvés in extremis par les réflexes rapides des conducteurs. Un soir, alors qu'ils dressaient un campement provisoire au pied des montagnes, Oscar raconta une nouvelle légende. Cette fois, il parla d'un peuple ancien qui vivait dans les glaces, capable de guider les voyageurs perdus vers la sécurité. Ils apparaissent seulement à ceux qui sont purs de cœur, ajouta-t-il, son regard perdu dans les flammes du feu de camp. Personne ne savait si cette histoire était vraie, mais elle apporta un peu de réconfort dans cet univers hostile. Le lendemain matin, alors que l'équipe reprenait la route, une nouvelle surprise les attendait. Ils découvrirent un amas de pierres disposées en cercle, formant une sorte de cairn. Ces structures étaient souvent utilisées par les explorateurs pour marquer leur passage ou pour laisser des messages. Avec précaution, Larsen démonta le cairn, révélant un petit carnet protégé par une enveloppe en cuir. Les pages étaient gelées, mais intactes. Karl s'empressa de les examiner, traduisant les notes écrites à la hâte. Elles décrivaient une tentative désespérée de survie, mentionnant des réserves épuisées et des membres de l'équipage affaiblis. Mais elles contenaient également une information cruciale.
Les survivants avaient trouvé refuge dans une grotte située à quelques heures de marche vers le nord. Nous y sommes presque. Vite, murmura Larsen, une lueur d'espoir dans les yeux. L'équipe reprit immédiatement la route, poussée par une énergie nouvelle. Chaque membre savait que le compte à rebours était lancé. Si les survivants étaient encore en vie, ils ne tiendraient pas éternellement dans ces conditions. En fin d'après-midi, alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes, ils aperçurent enfin l'entrée d'une grotte. Elle était partiellement dissimulée par des congères, mais suffisamment visible pour attirer leur attention. Larsen ordonna à l'équipe de se préparer. Ils approchèrent avec prudence, armés de lanternes et de fusils pour se protéger contre d'éventuels dangers. Mais lorsqu'ils entrèrent dans la grotte, ce qu'ils découvrirent les laissa sans voix. 3 hommes étaient là, blottis les uns contre les autres pour se réchauffer. Leurs visages étaient émaciés, leurs vêtements en lambeaux, mais ils étaient vivants. L'un d'eux, un homme aux cheveux blancs et au regard fatigué, leva les yeux vers les nouveaux venus. « Vous êtes vraiment là ?» murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Larsen hocha la tête, incapable de parler. Les marins du Sagitta se précipitèrent pour aider les survivants, les enveloppant dans des couvertures chaudes et leur offrant de l'eau chaude. Ce moment de retrouvailles fut chargé d'émotion. Pour les membres de l'équipe, cela valait toutes les peines endurées. Ils avaient accompli leur mission, mais ils savaient aussi que le chemin du retour serait tout aussi difficile. Les survivants étaient faibles, incapables de marcher seuls, et les conditions météorologiques ne montraient aucun signe d'amélioration. Larsen prit une profonde inspiration. « Nous repartons demain à l'aube », déclara-t-il, ensemble. Chapitre 5. Le retour difficile. Le lendemain matin, l'équipe se prépara pour le voyage de retour vers le campement principal. Les 3 survivants du Framerja, bien que faibles et épuisés, étaient déterminés à regagner la sécurité du Sagitta. Chaque membre de l'expédition avait un rôle précis. Sofia veillait à ce que les blessures des rescapés soient pansées et leurs signes vitaux surveillés. Karl inspectait les traîneaux pour s'assurer qu'ils pouvaient supporter le poids supplémentaire. Eriksson coordonnait les chiens, leur donnant des ordres fermes, mais apaisants. Larsen, quant à lui, menait le groupe avec une vigilance constante, scrutant chaque détail autour d'eux. Le trajet de retour fut encore plus difficile que l'aller. Les températures avaient chuté brutalement pendant la nuit, transformant la neige en une surface glissante et dangereuse. Les traîneaux peinaient à avancer et les chiens, eux-mêmes affaiblis par les conditions extrêmes, tiraient avec moins d'énergie. Les hommes marchaient aux côtés des attelages, poussant parfois pour aider les bêtes. La fatigue accumulée pesait sur leurs épaules, mais personne ne se plaignait. Ils savaient que chaque pas les rapprochait de la sécurité. Les survivants, bien qu'assis sur les traîneaux, n'étaient pas épargnés par les rigueurs du voyage. L'un d'eux, un homme nommé Henrik, souffrait particulièrement. Sa jambe, droite, blessée lors de leur fuite initiale du Framerja, était enflée et violacée. Sofia l'examina attentivement, craignant une infection due au froid. Elle improvisa un bandage serré en utilisant des morceaux de tissu chauffé près du feu portable qu'elle avait apporté. « Il faut qu'il reste au chaud », murmura-t-elle à Larsen, qui hocha gravement la tête. Chaque décision prise dans cet environnement hostile avait des conséquences immédiates et il ne pouvait se permettre aucune erreur. La tension montait également parmi les membres de l'équipe. Oscar, dont les nerfs semblaient à vif depuis plusieurs jours, commença à montrer des signes d'irritabilité croissante. « Nous n'y arriverons jamais », marmonna-t-il un après-midi, alors qu'il faisait une pause pour reposer les chiens. « Ces hommes sont trop faibles, et nous aussi. » Ces mots jetèrent un froid, mais cette fois, il fut immédiatement contredit par Eriksson. « Tais-toi, Oscar, » lança-t-il d'une voix ferme. « Si tu as quelque chose à dire, dis-le utilement. Sinon, économise ton souffle. » Cette réprimande eut l'effet escompté. Oscar baissa les yeux, visiblement honteux, et le silence retomba sur le groupe. Malgré ces moments de tension,
Des liens inattendus se formaient entre les survivants et leurs sauveteurs. Henrik, malgré sa douleur, racontait des bribes de leur odyssée désespérée. Comment ils avaient perdu leur navire dans une tempête, comment ils avaient erré pendant des jours avant de trouver refuge dans la grotte. Nous pensions que personne ne viendrait, admit-il, ses yeux remplis de gratitude. Vous êtes notre miracle. Ces mots touchèrent profondément l'équipe, renforçant leur conviction qu'ils avaient fait le bon choix en bravant les éléments. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, l'équipe dressa un campement provisoire. Le vent soufflait en rafales, rendant chaque geste difficile. Mais ils réussirent à monter les tentes et à allumer un feu modeste. Autour des flammes vacillantes, l'atmosphère était à la fois tendue et empreinte de soulagement. Karl, comme à son habitude, partagea une légende nordique, cette fois sur un guerrier qui avait survécu à une tempête grâce à la solidarité de ses compagnons. « Nous sommes comme ce guerrier », conclut-il, levant légèrement sa tasse de thé chaud. « Ensemble, nous pouvons tout surmonter. » Mais la nature ne leur accordait aucun répit. Pendant la nuit, une nouvelle bourrasque balaya le campement, déchirant une des tentes et dispersant une partie des provisions. Les hommes se précipitèrent pour réparer les dégâts, travaillant dans le noir presque total. Le froid mordant rendait chaque mouvement douloureux, mais ils persévérèrent, conscients qu'abandonner n'était pas une option. Lorsque l'aube se leva enfin, ils étaient épuisés mais toujours debout. Le 5e jour de leur retour, alors qu'ils approchaient enfin du campement principal, un autre défi les attendait. Une crevasse large et profonde barrait leur chemin, dissimulée sous une fine couche de neige. Un faux pas aurait pu être fatal. Karl, utilisant son expérience géologique, trouva rapidement un passage sûr. Avec précaution, ils guidèrent les traîneaux et les chiens à travers l'obstacle, chacun tenant fermement une corde pour éviter toute chute. Ce moment de tension collective renforça encore davantage leur cohésion. Enfin, après plusieurs jours d'efforts inlassables, ils aperçurent les tentes familières du campement. Les membres restés sur place sortirent immédiatement pour les accueillir, leurs visages illuminés par le soulagement. Les retrouvailles furent émouvantes, et même les plus stoïques des marins ne purent retenir leurs larmes. Les survivants furent immédiatement pris en charge, enveloppés dans des couvertures chaudes et nourris avec des soupes riches en calories. Pour la première fois depuis des semaines, ils semblaient en sécurité. Larsen, observant la scène depuis un peu à l'écart, sentit une vague de fierté l'envahir. Ils avaient accompli leur mission, malgré les obstacles insurmontables. Mais ils savaient que le véritable défi restait devant eux, ramener tout le monde au Sagitta et traverser les eaux gelées jusqu'à la civilisation. Pourtant, ils ne doutaient pas qu'ils y parviendraient. Après tout, ils avaient prouvé qu'ensemble, ils pouvaient défier même les forces les plus implacables de la nature. Chapitre 6. Le dernier défi. Le campement principal, bien que rudimentaire, représentait désormais un havre de sécurité pour l'équipe et les survivants. Les tentes avaient été renforcées, les réserves de nourriture réorganisées et les chiens reposés après leur voyage épuisant. Mais la satisfaction d'avoir retrouvé les hommes du Framerja n'effaçait pas la réalité de leur situation. Ils étaient toujours prisonniers des glaces, à des centaines de kilomètres de toute civilisation. Chaque décision prise dans les jours à venir serait cruciale pour assurer leur survie collective. Larsen réunit l'équipe autour d'un feu improvisé pour discuter de la suite. « Nous devons atteindre le Sagitta avant que les conditions ne se détériorent davantage », déclara-t-il, sa voix empreinte de gravité. « La banquise peut se refermer complètement d'un jour à l'autre, et si nous restons bloqués ici trop longtemps, nous risquons de ne jamais pouvoir repartir. » Tous hochèrent la tête en silence, conscients de l'urgence. Mais le chemin jusqu'au navire serait semé d'embûches. Non seulement ils devaient transporter les survivants affaiblis, mais ils devaient également naviguer à travers un paysage de plus en plus instable où les crevasses et les tempêtes menaçaient à chaque instant. Sophia proposa une idée audacieuse, utiliser les traîneaux comme ambulance mobile pour les blessés. Elle suggéra de fixer des plateformes supplémentaires sur les côtés
pour maximiser la stabilité et éviter que les rescapés ne soient secoués par les irrégularités du terrain. Karl, impressionné par son ingéniosité, offrit son aide pour ajuster les harnais et sécuriser les charges. Ensemble, ils transformèrent rapidement les traîneaux en véritables véhicules de sauvetage, adaptés aux besoins spécifiques des survivants. Le départ fut fixé au lendemain matin. L'équipage passa la soirée à vérifier chaque détail, les cordages, les provisions, les lanternes et même les outils nécessaires pour réparer les traîneaux en cas de problème. Eriksson supervisa les chiens, s'assurant qu'ils étaient en bonne santé malgré les efforts fournis ces derniers jours. Les bêtes, bien qu'épuisées, semblaient encore capables de tirer les attelages sur une courte distance. « Ils sont nos meilleurs alliés », murmura-t-il à Larsen qui approuva d'un signe de tête. Le lendemain, alors que le soleil se levait timidement derrière les glaciers, l'équipe prit la route. Les 3 survivants furent installés avec précaution, sur les traîneaux modifiés, enveloppés dans des couvertures chaudes, pour les protéger du froid mordant. Henrik, dont la jambe blessée nécessitait une attention constante, reçut une position privilégiée sur le traîneau central, où Sofia pouvait facilement surveiller son état. Les autres membres de l'équipe marchaient aux côtés des attelages, prêts à intervenir en cas de besoin. Le voyage fut immédiatement éprouvant. La surface glacée était parsemée de fissures invisibles sous la neige fraîche, et chaque pas exigeait une vigilance extrême. Plusieurs fois, les traîneaux manquèrent de basculer dans des crevasses sauvées in extremis par les réflexes rapides des conducteurs. Karl, utilisant ses connaissances géologiques, guidait le groupe à travers les zones les plus dangereuses, choisissant des itinéraires qui minimisèrent les risques. Mais malgré ses efforts, l'avancée était lente et laborieuse. Un incident marqua particulièrement cette étape du voyage. Alors qu'ils traversaient une zone de glace particulièrement instable, un craquement sinistre retentit soudain. Un bloc entier se détacha sous leurs pieds, projetant plusieurs hommes, et un traîneau dans une crevasse peu profonde. Heureusement, personne ne fut gravement blessé, mais l'accident rappela à tous la fragilité de leur situation. Larsen ordonna une pause pour inspecter les lieux et sécuriser les traîneaux. « Nous devons être encore plus prudents », dit-il, sa voix trahissant une pointe d'inquiétude. « Si nous perdons un seul traîneau, nous sommes perdus. » La nuit tombait rapidement, et l'équipe décida de dresser un campement provisoire. Malgré la fatigue accumulée, chacun s'activa pour monter les tentes et allumer un feu. Les survivants furent immédiatement pris en charge, leurs blessures pansées et leur corps réchauffés. Sofia, aidée par Karl, prépara une soupe chaude à base de bouillon concentré et de morceaux de viande séchée. Même ce simple repas apporta un regain d'énergie à tous, leur rappelant que chaque effort comptait pour atteindre leur objectif. Autour du feu, l'ambiance était à la fois tendue et empreinte de soulagement. Oscar, bien que toujours taciturne, partagea une anecdote sur une expédition précédente où il avait failli être piégé dans une crevasse similaire. « C'est toujours la glace qui gagne », conclut-il, son regard perdu dans les flammes. « Mais aujourd'hui, nous lui tenons tête. » Ces mots, bien que sombres, contenaient une forme de résignation respectueuse face à la puissance de la nature. Le lendemain matin, alors que l'équipe reprenait la route, une surprise les attendait. Au loin, ils aperçurent une silhouette sombre se détacher sur l'horizon blanc. C'était le Sagitta, figé dans la banquise mais intact. Un cri de joie s'éleva spontanément parmi les hommes, rompant le silence oppressant des glaces. Après des jours de lutte, ils avaient enfin atteint leur destination. Mais leur mission n'était pas terminée. Ils devaient maintenant libérer le navire des griffes de la glace. Larsen organisa immédiatement une équipe pour briser la glace autour de la coque. Armés de pics et de pelles, les marins travaillèrent sans relâche, frappant la surface gelée avec une détermination farouche. Les chiens, attachés à des cordes, tirèrent également pour aider à dégager le navire.
Après plusieurs heures d'efforts, un craquement sourd se fit entendre. La glace céda enfin, permettant aux Sagittas de flotter librement. Les acclamations fusèrent, et même les survivants, bien que faibles, esquissèrent des sourires. Le soir venu, alors que le navire prenait lentement la direction du sud, l'équipe se rassembla sur le pont pour contempler l'immensité glacée qui s'étendait derrière eux. Larsen, debout près de la rambarde, observait l'horizon. Il savait que cette expédition resterait gravée dans leur mémoire, non seulement pour les dangers qu'ils avaient affrontés, mais aussi pour la solidarité et la résilience qu'ils avaient démontrées. « Nous avons fait ce que nous devions faire », murmura-t-il presque pour lui-même, « et nous avons survécu. » Chapitre 7. L'aube d'un nouveau jour. Le Sagitta fendait lentement les eaux glacées, laissant derrière lui les étendues infinies de banquise. Chaque kilomètre parcouru rapprochait l'équipe de la sécurité et de la civilisation, mais aussi marquait la fin d'une aventure qui avait profondément transformé chacun d'eux. Le navire, bien que robuste, portait les cicatrices de leur périple. Des éraflures sur la coque, des cordages usés et une atmosphère imprégnée de l'odeur du froid et de la sueur accumulée. Pourtant, malgré ces traces visibles, c'était, dans leurs esprits, que les marques les plus durables avaient été gravées. À bord, l'ambiance était à la fois sereine et mélancolique. Les survivants du Framerja, bien que faibles, semblaient renaître peu à peu. Henrik, dont la jambe, blessée, nécessitait encore des soins constants, passait ses journées assis sur le pont, enveloppé dans une couverture épaisse. Il observait l'horizon avec un regard à la fois reconnaissant et pensif. « Vous nous avez sauvés, dit-il un jour à Larsen, alors qu'ils discutaient près du bastingage. Mais vous nous avez donné bien plus que la vie. Vous nous avez rappelé ce que signifie être humain. » Ces mots touchèrent profondément Larsen, qui hocha simplement la tête, incapable de répondre. Sophia, quant à elle, passait ses heures à analyser les données météorologiques recueillies lors de l'expédition. Elle avait pris des notes précises sur chaque tempête, chaque changement de pression atmosphérique et chaque observation géologique. Son carnet, bien que maculé de taches d'eau et de graisse, était un véritable trésor scientifique. Mais au-delà de son rôle de météorologue, Sophia réalisait qu'elle avait découvert quelque chose de plus grand, une force intérieure qu'elle ne soupçonnait pas. « Je ne suis plus la même personne qu'avant cette mission », confia-t-elle à Karl un soir, alors qu'ils contemplaient les étoiles depuis le pont. « Je me sens plus forte, comme si j'avais prouvé que je pouvais affronter n'importe quoi. » Karl sourit doucement, ses yeux fixés sur les constellations. « C'est ce que fait cet endroit, » répondit-il. « Il te montre qui tu es vraiment. » Karl, pour sa part, semblait plus détendu qu'à leur départ. Bien qu'il restât taciturne, il avait développé une forme de camaraderie avec les autres membres de l'équipe. Ces légendes nordiques, partagées autour du feu pendant les longues nuits sur la glace, avaient créé des liens inattendus. Un soir, alors que le navire naviguait sous un ciel clair, il raconta une dernière histoire. Cette fois, elle parlait d'un guerrier qui, après avoir vaincu les éléments, retournait chez lui en tant qu'homme nouveau, porteur d'une sagesse acquise dans les épreuves. « Peut-être sommes-nous tous ces guerriers, » conclut-il, sa voix résonnant doucement dans le silence du pont. Mais l'expédition avait également laissé des marques plus sombres. Oscar, bien que soulagé d'être enfin en sécurité, semblait porter un poids invisible. Il passait de longues heures, seul, contemplant les vagues grises qui défilaient sous le navire. Un jour, Eriksson s'approcha de lui, posant une main amicale sur son épaule. « Tu as fait du bon travail là-bas, » dit-il simplement. Oscar hocha la tête, mais son regard demeurait lointain. « Je sais, » murmura-t-il. « Mais parfois, je me demande si j'ai mérité d'en revenir. » Eriksson ne répondit pas, mais son geste de soutien parla pour lui. Larsen, en tant que chef d'expédition, ressentait pleinement la complexité de ce qu'ils avaient accompli. Il savait que leur succès n'était pas seulement dû à leur courage ou à leur ingéniosité,
mais aussi à la solidarité qui les avait unis face à l'adversité. Chaque membre de l'équipe avait joué un rôle essentiel et ensemble, ils avaient surmonté des défis qui auraient pu briser n'importe qui. Alors qu'ils se tenaient sur la passerelle, scrutant l'horizon à la recherche des premiers signes de terre, il sentit une profonde gratitude l'envahir. « Nous avons fait ce que nous devions faire », murmura-t-il à nouveau, comme pour se convaincre lui-même. « Et nous avons survécu. » Les jours suivants furent marqués par une attente fébrile. Chaque matin, les hommes scrutaient l'horizon, espérant apercevoir les côtes familières de la Norvège. Enfin, un matin, alors que le soleil se levait dans un ciel limpide, une silhouette apparut à l'horizon. C'était la Terre, avec ses collines verdoyantes et ses villages paisibles. Un cri de joie s'éleva spontanément parmi l'équipage, et même les survivants, bien que fatigués, se levèrent pour admirer la vue. Le retour fut accueilli avec soulagement et admiration. Les autorités maritimes, les familles des survivants et les habitants des ports environnants saluèrent leur exploit comme un triomphe de la volonté humaine. Les médias rapportèrent leur histoire, la transformant en une légende moderne de courage et de persévérance. Mais pour ceux qui avaient vécu cette aventure, les mots ne pouvaient jamais vraiment capturer ce qu'ils avaient ressenti. Ils savaient que ce qu'ils avaient partagé sur la glace, dans le silence des tempêtes et la lumière froide des étoiles, resterait à jamais gravé dans leur cœur. Larsen, lors d'une conférence improvisée dans un petit auditorium de Copenhague, résuma parfaitement leur expérience. « Nous ne sommes pas allés là-bas pour prouver quoi que ce soit », déclara-t-il, sa voix empreinte de gravité. « Nous y sommes allés parce que c'était notre devoir, parce que nous croyions en la valeur de chaque vie humaine, et parce que nous savions que même face aux forces les plus implacables de la nature, l'esprit humain peut trouver un moyen de survivre. » Alors que l'auditoire applaudissait, Larsen se tourna vers son équipe debout derrière lui. Ils étaient fatigués, marqués par les épreuves, mais leurs visages rayonnaient d'une fierté silencieuse. Ils avaient accompli l'impossible, non pas en tant qu'individus, mais en tant que groupe uni par un objectif commun. Et tandis qu'ils quittaient l'auditorium, chacun savait que cette expédition ne serait jamais oubliée. Elle resterait une leçon sur la résilience, la solidarité et la beauté brute de la nature sauvage. Chers auditeurs, nous voici arrivés au terme de cette aventure glaciale avec un hivernage dans les glaces. J'espère que cette histoire vous a transporté au cœur du Groenland, parmi les tempêtes, les glaciers scintillants et les moments d'espoir et de courage partagés par ces héros ordinaires. Comme eux, nous apprenons que même face aux épreuves les plus rudes, la persévérance et la solidarité peuvent nous guider vers la lumière. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures apaisantes. Chaque soir, nous vous proposons une nouvelle histoire pour vous accompagner dans votre rituel du coucher. Alors rejoignez-nous pour de nouvelles escapades relaxantes. Et surtout, prenez soin de vous. Que cette histoire vous laisse un souvenir doux et réconfortant, comme une couverture chaude par une froide nuit d'hiver. Bonne nuit, faites de beaux rêves, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.